Une fois n'est pas coutume, dans cette vidéo on va parler argent, on va parler de budget d'alimentation, est-ce que c'est vraiment si cher que ça de faire une diète cétogène et comment on peut faire si on n'a pas énormément de budget pour la faire quand même dans de bonnes conditions. En fait, moi je suis pas vraiment d'accord avec l'idée que ce serait plus cher de faire une diète cétogène. Je pense plutôt que de nos jours, bien manger, c'est cher. Quelle que soit la diète. Si on est dans un contexte qui fait qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas du tout mettre de budget dans l'alimentation, même pas un minimum, je pense que ça risque de poser un certain nombre de problèmes sur le long terme vu ce qu'on nous met dans l'alimentation aujourd'hui. Mais cette vidéo c'est vraiment pas le sujet pour en discuter. Le sujet c'est vraiment plus de discuter le cas de la diète cétogène en particulier et donc vraiment comment on peut la faire sans avoir des budgets alimentaires qui explosent. Donc merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, c'est vraiment le genre de thème que j'aurais pas abordé de moi-même mais j'ai trouvé ça intéressant quand la personne a posé la question, elle se reconnaîtra, merci à elle d'ailleurs. La diète cétogène c'est une diète où l'essentiel des calories viennent du gras, donc le cœur du sujet ça va être le gras. Est-ce que le gras c'est cher? Est-ce que c'est plus cher que les glucides? En vérité ça dépend vraiment de ce qu'on choisit. C'est vrai que ces derniers temps, on a vu des fortes augmentations des produits de base, comme le beurre par exemple. Le beurre, en bio comme en pas bio, a beaucoup augmenté. Je dirais même que les augmentations de prix dans le conventionnel ont été plus fortes que dans le bio. Mais c'est vrai que les tablettes de beurre qui étaient à un moment autour de 2,50 €, maintenant c'est plus 3,50 €, 4 €. On va pas se mytho, c'est un peu le carburant de base du petit cétogène, donc c'est vrai que ça fait pas plaisir de voir les augmentations, et je parle même pas du beurre salé, et je parle même pas du beurre cru. Moi j'ai tendance à penser que déjà, comme c'est un de mes ingrédients principaux, j'ai quand même envie qu'il reste de qualité, et j'ai quand même envie qu'il reste bon. Je trouve que ça vaut quand même le coup, pour le peu de différence de prix, de prendre des beurres bio, parce qu'ils ont meilleur goût. Alors, je prends plus de beurre cru, parce que clairement c'est plus mon budget. J'en prenais avant, c'est plus mon budget. Je prends plus des beurres chez Cellurier aromatisés à la vanille au truc au machin. Je me suis reconcentrée sur du simple, je prends même plus de beurre salé. Mais je trouve que c'est intéressant quand même de mettre le budget pour qu'il reste bio. Maintenant, faut quand même regarder qu'il n'y a pas que ça comme graisse animale et que en diète cétogène on oublie souvent, mais il y a aussi la graisse de canard, la graisse de bœuf, la graisse de porc. La graisse de bœuf c'est l'une des meilleures, c'est pas la plus facile à se procurer parce qu'on n'en trouve pas dans les magasins traditionnels, même pas dans les magasins bio, mais on peut quand même s'en procurer et elle est moins chère que le beurre. La plupart des gens que je connais et qui achètent de la graisse de bœuf, soit ils l'achètent directement à leur producteur et à leur boucher, soit ils le prennent sur la plateforme Pour de Bon. En fait, Pour de Bon c'est une plateforme où vous allez être en contact direct avec des éleveurs et il y a des éleveurs qui vendent de la graisse de bœuf. La dernière fois que j'en ai vu, je crois que c'était quelque chose comme 9,50 € le kilo, ou même, je crois même que c'était les 2 kilos, faudrait que je vérifie. Le beurre, ça reste très abordable je trouve, mais c'est beaucoup plus cher que ça. Pareil, quand j'achète du saindoux au hall chez Masso, ça fait longtemps que je l'ai pas fait d'ailleurs, parce que depuis que j'ai vu la vidéo de David de l'Orme-Vert où il parle des graisses de bœuf, graisses de porc, etc. Bon, c'est vrai que je me suis quand même calmée sur la graisse de porc, mais j'en consomme quand même encore, et la graisse de porc c'est aussi moins cher que le beurre. Ça peut avoir l'air anecdotique comme ça, mais ça ne l'est pas, puisque c'est notre carburant principal en diète cétogène. Après, là où je trouve que c'est plus compliqué, c'est plutôt quand on veut faire des fat bombs. Alors parce que, quand on veut faire des fat bombs un peu en ambiance de dessert, des préparations comme je vous ai déjà montré en vidéo ou sur Instagram ou dans des recettes, c'est quand même des recettes où les ingrédients sont chers. La plupart du temps, l'ingrédient de base c'est beurre de cacao, avec du ghee ou avec de l'huile de coco, mais globalement il y a en premier beurre de cacao, souvent il y a des Density, et parfois il y a du chocolat noir 100% qui est aussi un ingrédient qui a énormément augmenté. En fait, tous les dérivés de la fève de cacao ont énormément augmenté, donc du coup ça donne le chocolat, le beurre de cacao, etc. On est face à un vrai dilemme. Il y a toujours la possibilité de faire ce que moi je faisais au début de ma diète, c'est-à-dire des fat bombs qui sont juste du beurre dans une boisson chaude ou de l'huile de coco dans une boisson chaude. Moi c'est pas ce que je vous montre dans mes journées dans mon assiette parce que c'est pas comme ça que je le fais et que je vais pas mentir, mais c'est comme ça que je le faisais au début et il y a des gens qui font comme ça. Donc en fait les fat bombs on peut les faire comme ça. Comme je vous dis souvent, moi j'adore les MCT en poudre, en crème, en machin, mais ce sont quand même des produits transformés, donc chers, et qui ne sont pas obligatoires pour faire la diète. Ils sont clairement dans la partie plaisir, mais c'est quand même important de les aborder. Pour des produits comme le beurre de cacao, je pense, faut même pas chercher à essayer d'aller les trouver dans les magasins bio, parce que vraiment, c'est devenu beaucoup trop cher. C'est devenu tellement cher que, au lieu de faire des packaging de 250 grammes, maintenant ils font des mini sachets comme ça de 100 grammes qui coûtent 5 balles. Clairement, nous, en cétogène avec ça, on fait un batch de fat bomb et il est très très vite
manger. Pour ce truc-là, comme on sait qu'on en a besoin et beaucoup besoin, il faut accepter de faire un investissement et de l'acheter dans de grosses quantités. Et puis moi, ce que je fais pour les autres ingrédients des Fat Bombs hors poudre MCT, c'est que j'attends les grosses opérations promotionnelles de la Vie Claire. Vous avez peut-être remarqué, si vous avez un Vie Claire dans votre ville ou pas loin de chez vous, que plusieurs fois par an, ils font des espèces de grandes opérations qui durent 10 jours où vous avez un produit acheté, le deuxième à moins 50%. Je fais pas de promo pour la Vie Claire, je travaille plus là-bas, mais personnellement, quand ils font ça, je fais des énormes stocks de lait de coco, d'huile de coco râpé, de beurre, parce que pendant longtemps, je savais pas que le beurre se congelait. Maintenant que je sais que le beurre se congèle, je peux vous dire que voilà, je fais aussi des stocks de chocolat noir, je fais des stocks de crème liquide, de macadamia aussi parfois pour faire la pâte macadamia. Donc les macadamia, clairement, c'est un produit qui est hyper cher. J'attends en fait ces opérations-là parce que finalement, un acheté, le deuxième à moins 50, ça vous fait moins 25% sur toutes vos courses, ce qui est quand même une très importante remise. Et moi je me fais des très gros stocks comme ça qui souvent me durent jusqu'à la prochaine opération. Faut juste accepter sur le moment de mettre ce budget. Et c'est vrai que souvent j'entends les vendeurs qui disent aux clients à la caisse mais vous avez vu, si vous en prenez plusieurs, machin, et les gens disent ah ouais non j'en ai pas besoin. Oui, t'en as peut-être pas besoin aujourd'hui, mais enfin quand même t'en auras peut-être besoin demain ou le mois prochain, et globalement c'est des produits qui se gardent ou se congèlent, et quand on accepte de faire ça, on réalise quand même de très grosses économies. Reste le problème des MCT. Les MCT, ça reste un produit qui est relativement cher. Je pense que de toute façon on peut en faire différentes utilisations. On n'est pas obligé non plus de l'utiliser au quotidien. Vous pouvez en avoir, mais décider que vous le gardez que pour les occasions ponctuelles de fabriquer des Fat Bombs, etc. Ou vous pouvez décider que par exemple vous avez une vie très... vous travaillez beaucoup, vous êtes beaucoup sur la route, vous avez besoin d'un côté pratique. Le côté pratique des MCT, vous pouvez pas faire l'impasse dessus, donc ça vous le faites, vous faites le sacrifice financier, mais vous achetez pas autre chose, vous achetez pas tout le matériel à Fat Bomb, voilà. En fait, je pense que là, faut faire les choix qui dépendent de vos modes de vie, mais il faut surtout pas s'imaginer qu'on a besoin de ça pour faire une diète cétogène. C'est du confort, c'est du bonus. Je l'ai déjà raconté, mais je vais le redire. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'MCT, j'avais aucune recette. En fait, je faisais tout avec du beurre et de l'huile de coco. C'est sûr que c'était moins fancy que maintenant, et je suis contente d'avoir maintenant un autre confort, mais je sais que c'est possible, et je sais que si à un moment il faut refaire une période comme ça, je peux le faire, je sais le faire. Les produits comme le beurre, le ghee, le lait de coco, c'est des produits qui sont accessibles en prix et qui permettent quand même de faire des trucs assez bons. Je pense que déjà, si on se procure une stevia liquide, vous savez les stevia liquides aromatisés qu'il y a chez Nutribe, et c'est pas cher ces trucs là, ça vous coûte 6-7 balles, et ça dure des mois, ça vous permet déjà de améliorer vos Fat Bombs, faire des préparations, etc. avec des produits de base, sans avoir toute la panoplie. Deuxième poste dans les dépenses en cétogène viennent les protéines. Alors souvent les gens vont dire voilà c'est beaucoup trop cher la diète cétogène à cause des protéines. Alors je vous rappelle quand même que quand elle est bien faite, les protéines c'est très modéré, et que c'est des portions qui sont beaucoup plus petites que celles qu'on a en diète occidentale. Vous voyez bien quand vous allez au restaurant que les portions sont toujours trop grosses par rapport à ce que vous avez besoin de prendre. Pour des raisons de macro, de qualité d'adaptation, de stabilité de la glycémie, moi je vous conseille toujours de bien réguler vos quantités de protéines, et souvent la quantité de protéines que la personne peut absorber c'est plus petit que ce qu'elle s'imaginait, et en bonus, pour des raisons budgétaires, si vous mangez plus de protéines que ce que votre corps ne peut absorber, c'est un pur gâchis, parce que le surplus, le corps ne sait pas le stocker, il le transforme en sucre, c'est ça qu'on appelle la néoglucogénèse, ça compromet votre qualité d'adaptation, et c'est gâché en fait. Donc on a plutôt intérêt à bien comprendre sa quantité de protéines, à bien la gérer, et donc on n'a pas du tout un budget protéines plus élevé que dans les autres diètes. L'erreur de la plupart des gens, et ça s'est vu parce que quelqu'un l'a dit dans le live l'autre jour, l'erreur c'est qu'il y a des personnes qui en diète cétogène ont faim, parce qu'elles ne mangent pas assez de gras, et qui comblent leur faim en mangeant plus de protéines, et permettez-moi de vous dire que c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Parce que les protéines ne sont pas une source d'énergie, ce sont des briques pour le corps. On module, on régule la faim et la satiété avec ce qui apporte de l'énergie, c'est-à-dire le gras, et non pas les protéines. Donc la personne qui a faim, c'est juste qu'elle mange pas assez de gras, c'est qu'elle devrait faire des Fat Bombs, c'est qu'elle devrait manger plus de beurre, mais elle doit pas rajouter du steak, du fromage, des choses comme ça. Pour le sujet du jour, c'est quand même intéressant. Parce que si vous comblez votre satiété en augmentant des protéines,
Non seulement c'est pas terrible pour votre adaptation, mais en plus ça va vous coûter très cher. Déjà, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget, mais qui veulent quand même garder une certaine qualité, il y a quand même des protéines qui sont pas très chères. Alors, c'est vrai que souvent on va vers les œufs, mais il faut faire attention avec les œufs et ne pas se reposer entièrement là-dessus, parce que c'est pas quand même la protéine la plus riche. N'oubliez pas que l'œuf, oui, c'est sous-produit de l'animal, mais c'est pas encore l'animal. Et vous ne trouverez pas dans l'œuf tout ce que vous pourrez trouver dans de la viande de bœuf, dans du poisson, etc. Ça reste quand même une bonne roue de secours. L'option auquel on ne pense pas, ce sont les abats. Souvent les abats, à l'exception des riz de veau, c'est des parties qui sont moins chères, c'est des parties que les gens n'ont pas l'habitude de consommer, mais même dans les magasins bio, si vous regardez, le foie de volaille, le foie de poulet, le foie de bœuf, c'est pas cher. Vous avez une barquette de 350 grammes de foie de volaille, ça vous coûte 3-4 euros maximum. Vous pouvez le congeler et ça vous fait une excellente protéine. C'est juste qu'on n'y pense pas parce qu'on a l'habitude d'aller vers le rayon viande, regarder l'entrecôte, le steak et les parties nobles. Je pense qu'aujourd'hui on a du mal à avoir de la transparence sur la viande, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a subi exactement, on a du mal à savoir ce qui est le mieux pour acheter. Alors quand on vit en ville, par défaut, on va vers le magasin bio, parce qu'on sait qu'en bio, bah voilà, il y a certaines conditions pour l'élevage. La contrepartie, c'est que c'est souvent plus cher. Alors après, quand même, presque tous les mêmes magasins bio et même du conventionnel ont mis en place des espèces de systèmes anti-gaspillage, et alors vous avez des remises de moins 30%, moins 50% des fois, sur les produits alimentaires, et c'est souvent les protéines, puisque c'est ça qui a des dates courtes. Enfin moi, c'est très souvent que à la Biocoop à côté de chez moi, j'achète des trucs que j'aurais pas forcément prévus, mais que je découvre du coup, je suis obligée de regarder comment ça se cuisine, machin, mais qui sont à moins 30%, des fois à moins 50%, voilà. Pour ceux qui habitent à la campagne, c'est un petit peu différent, parce que eux, ils ont plus accès aux producteurs, aux petits producteurs, au direct, donc il y a quand même la solution sur un marché, ou par connaissance, ou par de connaître un éleveur, de savoir comment cet éleveur il élève et nourrit ses animaux. Je pense que cette solution-là est même mieux en termes de qualité que le bio. Mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aussi. Et puis connaître son éleveur, c'est super bien parce que souvent, quand vous discutez avec les bouchers, vous vous apercevez qu'ils jettent des choses, ils jettent des abats, ils jettent des pâtes, ils jettent des parties de la viande, ils jettent de la couenne, ils jettent des os. Il y a plein de choses que vous pouvez récupérer. Les os, vous pouvez les utiliser pour faire du bouillon d'os. La couenne, on peut faire des chips de couenne. Ils jettent du gras. Enfin, en fait, il y a plein de choses. Quand vous êtes en direct avec le producteur, je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir de la viande moins chère. D'ailleurs, en direct producteur, vous pouvez aussi utiliser la plateforme pour de bon, soit pour acheter la viande de votre choix, soit pour acheter des colis de viande. D'ailleurs, il y a pas que pour de bon. Le système des colis de viande, il existe à plein d'endroits. Ça nécessite d'avoir un congélateur avec de la place, d'avoir la curiosité d'apprendre à cuisiner les morceaux que vous connaissez pas, mais souvent, là aussi, il y a des abats. Ça vous permet de varier, de vous obliger à varier, c'est-à-dire de pas être tout le temps sur steak haché, bacon, œuf et recommence. Et c'est sans conteste beaucoup moins cher que de l'acheter sa petite tranche de viande à l'unité au magasin bio. Je pense qu'en diète cétogène, on ne peut pas vraiment faire la même chose pour les légumes. Vous ne pouvez pas prendre, vous savez, ces espèces de paniers, machin, direct producteur, parce que dedans, il y a tout le temps trop de trucs qu'on peut pas manger, c'est souvent bourré de fruits, il y a des courges parce que ça coûte pas trop cher, enfin ça c'est pas vraiment possible je trouve. Et puis les légumes c'est pas le gros problème parce que globalement on n'en mange pas des énormes quantités, mais à chaque fois que vous choisissez des légumes de saison, ils sont moins chers. Je veux dire, dans les magasins bio, typiquement La Vie Claire, il y a toujours des promos de la semaine, des promos du mois qui sont en rapport avec les légumes de saison sur lesquels ils ont négocié des prix. Et les clients nous le disaient quand j'y travaillais, que les prix dans le magasin étaient moins chers que dans le conventionnel alors que c'était du bio. Et d'ailleurs ils se méfiaient et ils nous demandaient si c'était vraiment du bio à cause de ça. C'est vrai qu'en diète cétogène on peut pas consommer absolument tous les légumes, mais on peut quand même en sélectionner parmi ceux qui sont de saison, et en plus ça apporte des informations circadiennes à notre hypothalamus, ce qui est encore mieux si vous essayez d'avoir un mode de vie circadien, si vous essayez de pas être que sur la diète et d'avoir quelque chose d'intelligent. Moi je pense que voilà, c'est une bonne façon d'économiser de l'argent et c'est une bonne façon de le faire intelligemment. Reste le fameux sujet des avocats. Alors je vais pas rentrer dans la polémique sur les avocats. Chacun fait le choix qu'il a envie de prendre. Moi j'estime que j'en ai besoin pour mon potassium, pour ma diète, pour mon confort. J'ai choisi d'en consommer quand j'en trouve qui viennent d'Espagne. De manière générale, j'en consomme quand c'est à peu près la saison, parce que du coup quand c'est à peu près la saison, ils sont dans une range de prix qui est plus accessible
acceptable. Et j'ai remarqué que maintenant, avec les années d'adaptation, j'ai moins besoin d'avoir absolument un avocat tous les jours. Au début, j'en avais vraiment besoin pour l'équilibre des minéraux, mais c'est vraiment un truc qui s'équilibre et qui se régule avec le temps. Donc après, quand vous avez pas mal de temps d'adaptation derrière vous, vous n'êtes plus obligé d'avoir absolument un avocat tous les jours. Et vous pouvez aussi contrebalancer avec les herbes aromatiques, avec d'autres légumes, avec des quantités moindres. La dernière catégorie que j'ai envie d'aborder, c'est la catégorie des boissons, parce que c'est vrai que moi je suis une petite michto à boissons, j'aime bien boire des trucs chauds en hiver, boire des trucs frais en été, j'adore le kéfir, mais on va pas se mytho, c'est très très cher. C'est des bouteilles qui se boivent, on va dire 2 fois, qui coûtent au minimum 3,50€, 3,70€, voilà. Enfin, du kéfir, on n'est pas obligé d'en consommer. On peut faire des boissons qui sont vachement chouettes avec de l'eau pétillante, du citron vert, de la stevia si on veut, voilà. Et puis, bah, le kéfir, on peut en fabriquer, et c'est vrai que moi je commence à connaître pas mal de gens qui le font, et quand vous le faites et que la production est lancée, en fait ça vous en fournit beaucoup, ça vous coûte absolument rien. En plus c'est intéressant à faire. Alors après moi je trouve c'est une petite logistique de départ, de comprendre un peu comment ça marche, de quelqu'un qui te donne des graines de kéfir, de lancer ton truc. Oui, au début ça cafouille un petit peu, mais je suis persuadée que quand c'est lancé, on fait des économies énormes. Enfin moi je suis sûre que je vais faire des économies énormes cet été, parce que vu le budget kéfir que j'avais l'année dernière, je vais être contente d'avoir fait l'effort de découvrir comment on fait. Au niveau des boissons chaudes, il y a beaucoup de gens qui arrivent en buvant du café, qui découvrent que ça serait quand même une fort bonne chose d'arrêter d'en boire. Et le café, en fait, dans la vie des gens, c'est un budget. Moi, je me rendais pas compte parce que j'en ai jamais bu. Quand j'ai commencé à regarder chez les mecs ou autres, c'était quoi le budget capsule, le budget machin, Nespresso et autres, j'étais hyper étonnée. C'est un gros budget, c'est un business le café. Et donc quand les gens commencent à boire autre chose, à boire des infusions, à boire du rooibos, ou comme moi en fait au fur et à mesure du temps je vois que j'adore juste boire de l'eau chaude avec mon eau de Quinton, en fait on fait des économies là-dessus. Là c'est limite un poste où vous allez diminuer les dépenses. Je pense que ce qui va vous permettre de pas faire de dépenses inutiles, c'est d'avoir une approche no bullshit, une approche simple, et c'est aussi quelque chose qui vous permettra d'éviter certains pièges que je vais lister ci-après. Bon, le premier étant évident, le premier étant d'aller sur les sites keto. Alors feu All My Keto, puisque maintenant comme c'est plus la mode, il s'appelle plus comme ça, ou des listes low carb ou machin, qui vont vendre des chocolats keto, des barres keto, des machins. Ces trucs là sont hors de prix, et je trouve ils sont même pas vraiment cétogènes. Mais bon, là je parle des sites que j'aime pas, mais si je parle par exemple Keto Fit Shop, qui est un site que j'aime bien, c'est pas parce que je suis partenaire avec eux que je vois pas les produits qui peuvent être problématiques sur le site. Bah voilà, vous allez, vous achetez vos bandelettes, vos machins, vous voyez passer une petite tablette de chocolat, un petit truc, une petite barre. Oui, on a tous envie de les acheter, on l'a tous même fait, je pense, des fois, mais c'est ces trucs-là qu'il faut éviter si on est, un peu serré en budget. La moindre tablette de chocolat keto c'est 5€, la moindre petite barre c'est 2,50€, 3€, et vous n'avez pas mangé avec ça. Vous vous êtes fait plaisir, oui c'est vrai, oui c'est important, mais vous n'avez pas mangé avec ça. Le pain keto c'est pareil, c'est toujours des trucs qui nourrissent pas vraiment et qui sont un petit peu chers. Deuxième piège, pareil, sur ces sites spécialisés keto machin, c'est les fameux électrolytes. Bon, ces sites-là, ils ont bien compris que y avait un problème avec les électrolytes, et donc ils essayent de vous fourguer leur camelote de mélange d'électrolytes qui sont très mal faits, très mal pensés, sous des formes pas absorbables, machin. Donc ça, faut pas prendre. Typiquement, l'argent foutu à la poubelle. Si vous n'avez pas le budget, vous faites l'approche très simple de mettre du sel de mer dans votre eau. C'est même pas eau de Quinton, c'est juste sel de mer dans votre eau, et vous gardez le budget pour vous acheter un magnésium. Le magnésium, oui, c'est un poste que je vous conseille pas d'enlever. Il y a quand même des magnésiums qui sont de bonne qualité, absorbables, à des prix très abordables. Moi, je vous montre souvent celui de chez Nutrienco. Bon, c'est un magnésium de bonne qualité. Vous avez moins 10% avec mon code SUPERKETO10. Vous avez souvent des offres qui sont cumulables. Quand vous passez un certain montant de commande, vous avez les frais de port offerts. Donc voilà, il y a moyen de faire une grosse commande qui vous dure longtemps, qui vous coûte pas trop cher. Vous payez pas les frais de port, voilà. C'est important de savoir où mettre son budget. Autre piège facile à éviter, les oléagineux. Déjà, amandes, noix de cajou, noisettes, machin, brut, c'est hors de prix. Je parle même pas de quand ils sont transformés en purée, en truc, ou alors là ça prend des proportions incroyables au niveau du prix, et en plus,
c'est pas une bonne chose à avoir dans votre diète, c'est bourré d'acide phytique, c'est bourré de polyinsaturés, c'est pas conseillé pour le métabolisme, donc voilà. Là vous faites encore d'une pierre deux coups, vous économisez de l'argent en n'en prenant pas, et vous faites une diète qui est finalement mieux réalisée à la fin. Moi c'est vraiment quelque chose qui a changé chez moi, parce que avant, quand je travaillais à la Vie Claire, j'avais tendance à acheter tout le temps des petits snackings sur place, machin et tout, puis au final ça me coûtait assez cher. En faisant le détail de mes achats, je m'étais rendu compte que j'avais un poste de dépense assez important autour de ça, alors que je savais que c'était pas particulièrement bien pour moi, et au final je suis vraiment plus contente de faire cette économie là et puis de garder ce budget pour par exemple me payer des huîtres une fois de temps en temps, parce que ça j'en ai vraiment besoin pour mon métabolisme, voilà, que l'inverse. Et puis dernière chose, si vous êtes quelqu'un qui avait fait le choix de suivre votre glycémie et votre cétonémie avec un appareil adapté, etc., s'il vous plaît, arrêtez de prendre votre cétonémie dans la journée. J'ai déjà dit pourquoi sur le plan intellectuel ce n'est pas une bonne idée, mais au moins là vous avez une vraie raison. Les bandelettes de cétonémie sont beaucoup plus chères, ça revient pas loin d'1 € quand même la bandelette. Ne prenez pas votre cétonémie plusieurs fois par jour. Je vois souvent des gens qui font ça, le taux de cétone va être brouillé parce que vous avez mangé. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de voir ce que votre corps fait quand vous arrêtez de manger, et si votre corps arrive vraiment à retrouver sa balance homéostatique et brûler du gras la nuit. Ça nous intéresse. J'ai envie de dire que même la cétonémie du matin, c'est pas obligé de la prendre tous les matins. Si on est un petit peu juste au niveau du budget, ou si on a prévu de faire sa diète vraiment sur le long terme, bah, en fait on peut se contenter par exemple de la prendre une fois sur 3. Ça donne déjà un reflet assez juste de ce que la personne a. Et si vous faites ça pendant 1 mois, vous allez avoir déjà un bel algorithme de votre cétonémie le matin, et c'est pas grave si vous avez raté certains matins. Et vous pouvez aussi par exemple vous épargner ce que moi je me suis infligé, c'est-à-dire les périodes où la glycémie est déréglée. Ça m'énervait tellement que je me mettais à la prendre tout le temps, à toute heure du jour et de la nuit, et là j'avais un budget bandelette de glycémie qui était délirant. Tout ça pour avoir les mains toutes criblées de pics à la fin et être encore plus énervé. Épargnez-vous ça. Je pense que c'est très bien de prendre ces chiffres et c'est très bien de s'y intéresser et de les suivre, mais il faut aussi être à bonne distance. Et prendre sa glycémie, sa cétonémie tout le temps, toute la journée, c'est pas être à bonne distance. Donc voilà pour les conseils de cette vidéo, j'espère que vous aurez pu avoir quelques petits tips qui vous aident, ou que au moins ça aura déconstruit l'idée que la diète cétogène c'est plus cher qu'une autre diète. Je ne pense pas. Comme dans toutes les diètes, on peut en faire la version chère ou la version pas chère, avec du confort, avec moins de confort. Ça dépend aussi de vos phases de vie, de ce que vous pouvez faire, si vous êtes seul, si vous avez une famille, etc. Mais je pense que tout ça, ça reste des choix personnels, et que si vous voulez faire votre diète cétogène mais que vous n'avez pas un énorme budget, c'est largement faisable, c'est largement possible. Faut juste un peu prendre un petit peu de temps pour le mettre en place, pour y réfléchir, pour réfléchir aux solutions. Puis ça n'interdit pas que quand vous aurez plus de budget ou un autre contexte, bah vous pourrez passer à une version un peu de luxe. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à la personne qui a posé la question et qui est à l'origine de cette vidéo, et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.